Comment faire de l'État un véritable acteur pilote par la performance? Lors de notre dernière convention annuelle, Grégoire Thiraud, responsable du service innovation à la DITP, est revenu sur le vaste projet de transformation qu'il pilote depuis plus de 5 ans pour renforcer la performance de l'État. Je voulais vous remercier déjà de votre invitation, de prendre le pouls de l'État et sur ces questions de processus, de performance, puisque effectivement l'État doit faire face à ces défis, à ces sujets de transformation, et la transformation publique est d'abord un processus. Et donc je vais essayer de vous raconter ce qu'on essaie de faire au sein de la direction interministérielle de la transformation publique, qui a été créée en 2017 et qui vise à accompagner les administrations, à porter la vision de la transformation d'État, accompagner les ministères pour réussir cette transformation de manière transversale. Alors peut-être avant de commencer mon propos, pour vous raconter ce retour d'expérience sur les 5 dernières années, puisque moi ça fait 5 ans que je suis à la DITP, après une carrière en tant que fonctionnaire plutôt à Bercy au sein de la direction du budget, à l'inspection générale des finances, et puis un petit passage aussi dans une start-up immobilière. Vous raconter un peu ce qu'est la DITP, parce que j'imagine que ce n'est pas une administration que vous connaissez. La DITP, son rôle, déjà, c'est d'être une direction interministérielle, de travailler sur l'ensemble du périmètre d'action de l'État. Et globalement, on a 5 missions en propre qui sont déjà d'aider le gouvernement à s'assurer que la feuille de route gouvernementale fonctionne, que les promesses qui sont faites aux Français soient au rendez-vous. Et j'en reparlerai plus particulièrement à la fin. Il y a aussi un autre enjeu chez nous, c'est d'accompagner la territorialisation de l'action publique, parce qu'on s'est rendu compte que, enfin on savait, que parfois une décision prise à Paris n'advient pas sur le terrain. Et donc il faut organiser les choses et la chaîne de diffusion, d'organisation de l'administration. Une troisième mission est une action qui concerne le secteur des services publics. Comment on peut améliorer la qualité du service rendu aux usagers sur la 50aine de services publics principaux que les Français aujourd'hui connaissent et consomment. Et c'est j'en parlerai aussi, c'est ce programme Service Public Plus qui est un processus d'amélioration continue de la qualité des services publics. Une nouvelle mission qui s'est ajoutée plus récemment, c'est la simplification. Je ne reviendrai pas là-dessus, on en parle beaucoup. On est dans un univers extrêmement complexe, beaucoup trop de normes, de process, de dispositifs qui ont du mal à se concilier, qui n'ont pas forcément une cohérence parfaite. Et donc, on a des dispositifs pour essayer de simplifier ce grand, cette grande masse de normes qui s'appliquent à nous et qui sont parfois bloquantes. Et puis, on a un dernier point qui est améliorer l'efficience de l'action publique, mais qui est plutôt transverse. Et je reviendrai aussi là-dessus. Et ensuite, on a une dernière mission qui est plus une mission d'accompagnement de l'ensemble des administrations via la mise à disposition d'expertise qu'on a internalisée, qu'avant on allait chercher dans le privé, mais qui coûtait assez cher, et qu'on a donc internalisé. Et donc sur cet accompagnement, puisque c'est quand même les 2/3 des effectifs de la direction qui sont au service de la réussite des projets de transformation des administrations, on a une agence du conseil interne de l'État. Donc aujourd'hui, c'est une 60aine d'anciens consultants du privé qu'on a internalisés, qui sont devenus des agents publics et donc qui coûtent moins cher et qui font des missions pour l'État et pour aider des administrations à mener à bien des projets de manière très opérationnelle. Chez moi aussi, au service innovation, j'ai aussi, alors non pas des consultants, mais des experts dans des compétences qui sont celles qu'on pense nécessaires pour construire une action publique qui fonctionne. Et donc, on a des pôles, j'ai un pôle dans le design public, j'ai un pôle en sciences comportementales. Donc, c'est-à-dire, on essaie de comprendre quand on construit une action publique, comment fonctionne réellement un cerveau humain, un être humain, très simplement, et on essaie de construire en se mettant dans les chaussures d'un usager. Et pour que ça fonctionne, eh bien, il faut aussi qu'on puisse construire cette action publique au plus près du territoire. Et donc, on a un réseau de 17 laboratoires d'innovation territoriale qui sont placés auprès des préfets de région et qui sont là aussi pour diffuser ces méthodes, là où, justement, se délivre l'action publique au plus près du terrain et là où sont les difficultés, les incohérences de l'action publique. Et puis enfin, on a un troisième levier qui est aussi chez moi au service innovation, qui est le campus de la transformation publique, parce que on ne peut transformer que si on donne des clés, des outils aux agents publics porteurs de la transformation. Et si on ne le fait pas, on risque très certainement d'aller à l'échec. Et donc le campus de la transformation est un dispositif de mise à disposition d'outils et de formation aux agents publics.
Voilà à peu près ce qu'est la DITP. Alors, quand on m'a convié, invité à vous parler du sens des processus au sein de l'État, j'étais un petit peu étonné, mais effectivement, en réfléchissant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous en avez conscience, c'est que l'État est d'abord un État démocratique, un État de droit, et par nature, les valeurs portées par la démocratie et l'État de droit ne peuvent advenir que parce qu'on a des processus pour s'assurer que ces valeurs soient respectées. Et donc, par nature, notre État est un assemblage de processus plus ou moins complexes qui permettent de faire vivre la démocratie et l'État de droit. Les élections sont un processus, la prise de décision politique est très encadrée par des processus de décision. L'impôt, il y a même un quasi-rituel pour lever l'impôt avec le vote de la loi par le Parlement jusqu'à ce que l'imposition, le relevé, l'avis d'imposition arrive chez vous. La dépense de la chaîne publique, c'est un ensemble de processus extrêmement précis, complexes pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, qui sont des processus hérités de la défiance vis-à-vis du fonctionnement de l'Ancien Régime. Donc, nous sommes par nature des processus. Mais on se rend compte en même temps que, malgré ces processus, on a une grande difficulté à avoir du résultat. Et donc, il n'y a pas un lien direct entre avoir des processus forts et qui encadrent votre activité et le résultat. Alors, quels sont les problèmes ? On les connaît tous. On a d'abord peut-être trop de processus, trop de normes et de règles qui s'imposent dans des processus et on n'arrive plus à les faire fonctionner ensemble de manière fluide. On a aussi et surtout, et c'est peut-être ça le point principal, au sein de l'État, les processus que l'on a sont d'abord des processus de conformité, des régularités. Et donc la finalité du processus, c'est de s'assurer qu'on a bien respecté le processus, plutôt que de s'assurer qu'une politique publique est efficace ou fonctionne. Et donc ça, c'est peut-être un point central. On a très peu de processus nativement centrés sur la recherche de performance et sur les résultats. Tout simplement parce que aussi on a cette foi et qui vient de notre histoire, des 250 dernières années, c'est qu'on a le sentiment que la loi, par elle-même, est performative. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de designer un processus, de l'imaginer. On pense que le fait simplement d'adopter une loi qui vient être enrichie, expliquée par des décrets, des arrêtés, éventuellement des circulaires, se suffisent à elle-même pour que la loi devienne réalité sur le terrain. On sait que ce n'est pas vrai. Ce qu'on essaie de faire au sein de la DITP depuis 3 ans, justement, et j'en avais pas complètement conscience, mais c'est cette invitation qui m'en a fait prendre justement conscience plus fortement, c'est qu'on essaye d'intégrer, de transformer une vision dans des processus qui permettent de s'assurer qu'on ait des résultats sur le terrain. Et le délégué interministériel à la transformation publique aide beaucoup à ça. C'est Thierry Lambert, il a travaillé 10 ans avant chez Saint-Gobain, en France. Mais il était à la tête de la filiale britannique et ensuite dans les pays nordiques. Donc il a amené cette exigence du respect des process propres à une industrie compliquée. Il a ajouté du pragmatisme anglo-saxon et ce souci du design nordique dans la manière de construire cette politique de transformation publique. Et donc je vais vous prendre 3 exemples d'actions qu'on mène depuis 5 ans, qui sont des processus qu'on essaie de mettre en place, ou des compétences qu'on essaye de mettre en place, qui permettent d'aboutir à qui soient des processus centrés sur la recherche de la performance, un pilotage de l'action publique guidé par la performance. Alors, j'en ai 3. Il y a un premier que vous connaissez certainement bien, qui est tout simplement d'intégrer dans les compétences, dans le fonctionnement de l'action publique, la question de ce qu'on appelle l'excellence administrative, mais en fait qui est du lean management appliqué à l'action et au service public. Je vais vous parler ensuite du programme SP+, et enfin je vais finir sur le dispositif mis en place pour piloter les priorités du gouvernement. Alors, sur le premier point, comment est-ce qu'on peut être plus efficace, avoir des processus plus efficaces ? Au sein de l'agence de conseil interne de l'État, on a un pôle en excellence administrative, qui sont des consultants qui ont des compétences en lean management, et qu'on essaye et ces consultants sont mis à disposition d'administrations qui doivent revoir leur processus de fonctionnement interne, souvent, et on essaye de les aider à simplifier, standardiser des processus, à intégrer une logique. Alors, il y a pas encore très souvent, mais RPA, c'est souvent plus simple et moins cher. Et puis surtout, prendre le pouls d'agents de terrain qui sont les derniers à fabriquer, à faire l'action publique, et qui sont souvent pas entendus. Et dans le cadre de ces missions, ils sont entendus. Et donc, on a réalisé un certain nombre de missions
dans des administrations à réseau, notamment l'éducation nationale, les préfectures, sur les titres de séjour, sur des sujets sensibles et compliqués. Et on a eu des gains de productivité qui étaient extrêmement importants. Et au-delà de gains de productivité, surtout, on a supprimé des actions qui ne faisaient aucun sens, souvent de la ressaisie, des processus qui n'avaient plus aucun sens, mais qu'on faisait parce que plus personne les réinterrogeait. Et on a redonné du sens, puisque les agents n'avaient plus à faire ces actions qui avaient assez peu de sens, pour se recentrer sur une amélioration de la qualité de service, travailler sur des sujets avec plus forte valeur ajoutée, et donc on redonnait de la capacité, du sens à des agents publics qui l'avaient parfois perdu. Et ça a tellement intéressé certains ministères qu'ils ont décidé d'internaliser eux-mêmes ces compétences chez eux, pour faire en sorte que cette compétence en excellence administrative se diffuse plus largement. Pour les aider, on a mis en place une école de l'excellence administrative avec Centrale Supélec, et on peut former des agents publics donc à l'excellence administrative, une formation certifiée. Vous avez Calliope, donc je pense que ça parle à certains ici dans cette salle. Le deuxième exemple que je voulais développer avec vous est un peu plus massif. Il s'adresse à la totalité des services publics en France. L'idée, c'est de se dire, c'est qu'on a des services publics délivrés par l'État, par la sécurité sociale, par les collectivités locales, on a l'éducation nationale, on a les hôpitaux. Comment on peut mettre en place un dispositif qui s'assure que, quelle que soit la nature de ce service public, on ait des engagements, des objectifs à atteindre. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec ce programme d'amélioration continue de la qualité du service public qu'on appelle le programme Service Public Plus. On a bien conscience que les Français aujourd'hui sont exigeants, et ils ont raison, on paye beaucoup d'impôts vis-à-vis de leurs services publics, ils souhaitent des services publics qui soient rapides. La question du délai est souvent ce qui blesse, qui est plus difficile aujourd'hui et pour lequel l'attente est la plus importante, avoir des réponses aussi pertinentes par rapport à sa question. Avoir aussi essayer de rationaliser ces démarches qui sont parfois en silo, et on peut avoir trop de démarches à accomplir alors qu'on pourrait les réduire. On a parfois aussi des enjeux de communication, on ne comprend pas ce que nous dit forcément l'administration. Et puis parfois les services en ligne se substituent à une relation humaine et ils ne sont pas forcément très simples, et on a perdu la relation avec l'usager. Donc on a 3 objectifs fondamentaux avec ce Service Public Plus, ce programme qui a été lancé il y a 5-6 ans. Améliorer les délais de traitement, s'assurer qu'il y a toujours une capacité à répondre à un agent public, pas simplement avec le digital, mais avec le téléphone, le courrier ou le guichet. La reconquête du guichet était notamment une leçon de la crise Covid, qui s'est traduite par la création des France Services, et puis continuer à améliorer la qualité de service de manière permanente. Et ça s'est traduit par 8 engagements. Donc le cœur de ce programme Service Public Plus, c'est 8 engagements que je vous laisse découvrir. Mais par exemple, le premier, c'est être accueilli avec bienveillance et avec le droit à l'erreur. Donc c'est un changement de posture des agents publics vis-à-vis de l'usager. Et ça, c'est le premier engagement que doivent respecter donc les réseaux de services publics, les 48 réseaux de services publics pour lesquels s'imposent ces chartes. Le numéro 7 est aussi intéressant, votre avis est pris en compte pour améliorer le service rendu. Voilà, donc on a ces 8 engagements qui sont exprimés, qui sont des engagements pris vis-à-vis des usagers, des citoyens. Plus récemment, on vient de créer un label SP+, en 2023 pour dire à ceux qui font des efforts, on le reconnaît via ce label. Donc il a été créé en 2023, mais il a fallu un peu de temps pour le mettre en place. Et donc le premier service public qu'il a obtenu, c'est le 17 mars 2025, c'est l'URSSAF. Et aujourd'hui, on a une centaine de services publics labellisés. Ces labels ne sont pas attribués, ce sont des vrais labels, puisque c'est des organismes certifiés, habilités, qui peuvent les attribuer. Une autre brique importante, donc engagement, reconnaissance de ceux qui respectent les engagements, mais surtout redevabilité. Pour que ça fonctionne, effectivement, il ne suffit pas simplement de se dire on va s'engager puisque derrière chaque engagement, il y a des objectifs à atteindre. Par exemple, répondre en 3 sonneries, un coup de téléphone ou un taux décroché de 90% à la fin de l'année. Enfin voilà, c'est des objectifs très concrets qu'il y a derrière les engagements. Ces engagements, pour qu'ils aient un vrai effet, il faut qu'ils puissent être collectés, enfin les résultats associés à ces engagements qui puissent être collectés et mis à disposition
du public. Et on a créé, associé à ce programme, une plateforme numérique Service Public Plus qui collecte l'ensemble des résultats et qui les met à disposition des Français. Et ce qui est intéressant, c'est que la granularité de mise à disposition de ces données, c'est pas à l'échelle du service public, c'est pas les résultats globaux de la Caisse nationale d'allocation familiale ou des commissariats en France, c'est à l'échelle du point de contact. Donc c'est à l'échelle du pôle emploi, de votre quartier, de la gendarmerie, de votre village. Donc c'est les résultats à l'échelle du point de contact. Donc déjà, transparence, redevabilité, et donc ça c'est un point important. L'autre point qui est important sur cette plateforme, pour s'assurer qu'il y a une boucle d'amélioration continue, au-delà d'avoir des résultats, c'est de pouvoir aussi donner la possibilité aux usagers de témoigner via un petit bouton qui s'appelle « Je donne mon avis », de pouvoir dire bah, « ici, j'ai pas été très bien reçu dans cet hôpital, dans cette commissariat, où j'ai eu une difficulté avec tel service, on m'a donné tel papier alors que c'était pas ce qui était prévu. » Et donc, ça permet... C'est intéressant parce que, d'une part, ça permet, nous, d'avoir des capteurs. Effectivement, si on a 3 je donne mon avis négatif sur un point de contact, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un sujet. Donc, il y a un effet signal qui est intéressant et important. Et aujourd'hui, on a 123 000 expériences publiées et 1,5 million de personnes qui ont réagi à ces expériences. Mais au-delà de l'effet signal, il y a une obligation du service public de répondre dans un délai de 7 jours à la personne qui a posté cette expérience. Et donc, le rôle de la DITP, c'est de s'assurer qu'effectivement, il y a des réponses qui soient assurées, que les données soient remontées, publiées via cette plateforme. Pour que tout cela soit plus fluide, on essaye d'intégrer l'IA pour améliorer ce dispositif, le rendre le plus fluide et plus efficace. Donc en avril 2023, on a testé le speech to text, puisqu'on sait que souvent, en fait, les usagers de services publics, c'est des personnes en difficulté qui n'ont pas forcément... il y a un peu d'illettrisme, il y a un peu d'électronisme aussi, et donc la possibilité de partager votre expérience juste en parlant à votre téléphone, ça permet de capter aussi plus d'expérience par rapport à des gens qui ne sont pas forcément complètement à l'aise avec l'écrit. Une deuxième application d'IA qu'on a intégrée, c'est, donc j'ai parlé de Je donne mon avis. On a 7 jours pour répondre, enfin les services publics concernés ont 7 jours pour répondre. En fait, on était plutôt aux alentours de 17-18 jours. Ce qu'on a proposé à un certain nombre de réseaux de services publics, c'est de tester une IA qui va faire une pré-réponse en ingérant toutes les bases servicepublic.gouv.fr, plus d'autres bases de données, et de pré-proposer à la personne qui doit répondre une première solution. Et donc ça, j'en parlerai juste après, mais on a des résultats très intéressants. Et enfin, très récemment, comme on a beaucoup de données qu'on reçoit via Je donne mon avis, via ces données chiffrées aussi qui remontent, on a intégré une IA qui permet de faire des synthèses automatiques de résultats, une sorte de petite note de 2-3 pages qui est ensuite adressée, générée automatiquement et adressée aux responsables de secteur public, et donc qui ont une note quand ils le souhaitent. Normalement, c'est tous les mois, qui va permettre de voir l'évolution des résultats de leur service public au regard des engagements SP+. Et donc ça a été mis en place en décembre 2024. Je reviens juste sur la partie amélioration de la qualité de service public via l'IA au travers d'éléments de réponse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand une proposition est faite par l'IA, 70% du contenu est retenu par l'agent public, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Du point de vue de l'usager, ce qui est intéressant aussi, c'est que quasiment 70% des usagers estiment que la réponse finale, on va dire augmentée par l'IA, est utile, alors que c'est 57% sans IA. Donc il y a quand même un gain intéressant. Le vrai gain pour l'usager, c'est surtout sur le gain de temps, puisque les services publics ont accepté d'intégrer l'IA comme solution pour répondre aux usagers. On est passé à 3,2 jours de réponse au lieu de 19 jours. Donc là, on a une vraie amélioration. Et des agents aussi, puisque c'est toujours le sujet, c'est s'assurer que les agents ne se sentent pas en danger vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Quasiment 80% des agents estiment qu'il y a une vraie valeur, effectivement, à utiliser ce dispositif. Voilà. Et pour essayer de suivre effectivement les résultats de manière plus globale, puisque Je donne mon avis, c'est une capture micro des résultats, des ressentis. On a aussi lancé un baromètre des services publics
en juin 2025, qui est un peu nouveau parce que souvent on avait plutôt des baromètres des services publics qui étaient un peu globaux. Là, on essaie de le faire par grand réseau de services publics. Et donc, on a ce taux de 69% de Français satisfaits qui nous a interrogés parce que c'est pas ce qu'on entend dans la presse. Voilà, donc ça montre aussi qu'il faut parfois... il y a le sentiment que nos services publics dysfonctionnent complètement. C'est pas forcément vrai, en tout cas, c'est pas ce que disent nécessairement les Français. Ils peuvent avoir ce sentiment en général, mais quand on leur dit « et votre hôpital ?» et votre école, est-ce que ça marche? Ils disent oui, chez moi plutôt ça marche bien. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Après, il y a des différences très fortes. On voit qu'il y a une confiance très forte, une satisfaction très forte dans les établissements scolaires et les hôpitaux publics à 80%, et d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté ou beaucoup plus loin, comme France Travail ou la justice. Et donc, on a cette capacité d'avoir de se dire, en fait, quand on parle des services publics, de quoi on parle? De quel service public on parle? Mais quand on voit que les services des impôts, donc c'est quasiment un plaisir de payer ces impôts, puisque on est à 77%, on peut dire qu'il y a eu un travail très important qui a été fait dans ce sens-là. Rapidement, pour finir, il y avait quelque chose qui est moins connu, que je voulais partager avec vous. C'est la question du pilotage des grandes priorités du gouvernement, qui est une des missions moins connues de la DITP, assurer la réussite des politiques prioritaires du gouvernement. Alors, c'est un dispositif un petit peu nouveau. On s'est inspiré de ce qu'avait fait Tony Blair au début des années 2000, qui avait dit, voilà, on a un programme de gouvernement, des priorités, on s'est engagé vis-à-vis de nos concitoyens sur 3-4 grandes priorités. Et donc, auprès de moi, je vais prendre une delivery unit, et c'est une équipe de super experts qui va challenger les ministres et leurs équipes qui sont en charge d'assurer, de mettre en œuvre et de piloter ces priorités. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au sein de la DITP. Donc moi, pendant 3 ans, mon premier poste à la DITP, j'étais en charge, avant le service innovation, du service pilotage et donc du suivi de ces grandes politiques prioritaires. Donc les grandes politiques prioritaires, on a un président de la République qui est élu pour 5 ans, sur des engagements, ça se traduit par des politiques publiques, et ces politiques publiques se traduisent par des chantiers opérationnels qu'il faut piloter pour s'assurer qu'au bout des 5 ans, on en ait atteint l'objectif. On a commencé avec ce qu'on appelait les objets de la vie quotidienne en 2019. C'était suite à la crise des Gilets jaunes. On voulait montrer que l'État était capable d'être performant, d'organiser et d'avoir des résultats sur des politiques publiques qui touchaient le cœur du quotidien des Français. Comme ça n'a pas trop mal fonctionné, on a élargi ça à une cinquantaine de réformes prioritaires en 2020. Et suite à la réélection du président de la République, il a élargi ça à la totalité de la feuille de route du gouvernement. Donc on s'est retrouvé avec des sujets beaucoup plus politiques et beaucoup plus difficiles à traiter. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé les politiques prioritaires du gouvernement. Et donc l'idée, c'est d'organiser un dispositif, et c'est le rôle de la DITP, pour aligner la feuille de route du gouvernement avec la feuille de route de chaque ministre, et de faire en sorte aussi que chaque préfet ait son morceau de feuille de route du gouvernement, et d'assurer l'alignement de l'ensemble, ce qui, de mémoire, moi ça fait 20 ans que je travaille dans l'administration, n'avait jamais été fait. Donc c'est cette architecture qu'on a essayé de construire au sein des 5 dernières années. C'est loin d'être parfait, mais je pense que vous voyez l'idée. Alors en fait, du coup, on a une sorte de double gouvernance du dispositif qu'on assurait, nous, en tant que secrétariat général, puisqu'on ne peut pas dire delivery unit en France, donc, et avec à la fois un suivi national, où donc moi j'avais une équipe de super spécialistes, de conseillers ministériels qui allaient challenger les responsables opérationnels de chaque chantier prioritaire, leurs directeurs d'administration et les cabinets ministériels. On allait ensuite tous les 3 mois faire un bilan sur l'ensemble de ces priorités à Matignon. Et puis sur les sujets les plus compliqués, les plus difficiles, les plus politiques, où ça a avancé le moins, on avait ensuite tous les 3 mois, et en réalité c'était tous les 15 jours, tous les 15 jours on avait une réunion, on passait 2 ministères, donc à l'Élysée, avec le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc on alignait l'exécutif, les responsables d'un côté de la table, et de l'autre côté on avait le directeur de cabinet du ou de la ministre, les responsables de direction d'administration et les responsables opérationnels. Donc on alignait à la fois tous les responsables opérationnels, administratifs et politiques. Et donc on avait un échange pour se dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on peut lever. L'idée, c'était pas de mettre des notes, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut, quels sont les blocages, honnêtement, un dialogue d'adulte à adulte, et comment on peut essayer de le lever. Est-ce que c'est un problème juridique? Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème organisationnel? Est-ce que c'est un blocage politique? Et donc comment est-ce qu'on essaye d'avancer? Et tous les 3 mois, on essaye de refaire un point pour voir si on avance.
Alors, on s'est rendu compte que ce dispositif, il pouvait fonctionner très bien pour un grand nombre de politiques publiques, par exemple sur l'accès à la santé. On avait des objectifs en création de maisons de santé, on avait un certain nombre d'objectifs qu'on pouvait atteindre au niveau national, finalement, en se contentant de se concentrer justement sur les 10 premières villes du pays. On oubliait quand même quelques dizaines de millions de Français. Et donc, on s'est dit, mais il faut aussi s'assurer que l'application soit territorialisée, que chaque région, chaque département ait son bout de responsabilité sur la mise en œuvre des priorités du gouvernement. Et donc on a mis en place ces feuilles de route interministérielles pour les préfets, avec un préfet de région qui essaie d'organiser la mise en place et le suivi des résultats de chaque préfet de département. Une réunion par mois où le préfet de région vient voir le directeur de cabinet du Premier ministre pour faire un état des lieux de l'ensemble de l'état d'avancement et se dire là j'ai des difficultés sur telle chose et tel point, et donc de prendre des décisions pour débloquer, aider, avancer sur les difficultés spécifiques à chaque territoire. Donc on avait bien cette double gouvernance globale, interministérielle, nationale, et puis un suivi territorialisé pour s'assurer que la mise en œuvre soit partout sur le territoire et que ce ne soit pas juste une feuille de route globale nationale qui peut oublier des territoires. On a essayé de retenir la leçon des Gilets jaunes. Mais pour que tout cela marche, effectivement, il faut qu'on ait des outils de la donnée. Et donc l'équivalent de la plateforme Service Public Plus, c'est Pilote. C'est un outil qu'on a mis en place et internalisé au sein de la DITP qui permet d'internaliser les données et de faire en sorte que chaque échelon de cette chaîne de responsabilité ait accès aux données et puisse partager des données. En fait, chaque chantier prioritaire, ce qu'il faut savoir, je le détaillerai juste après, mais non, je vais d'abord revenir sur cet outil. Et cet outil, il est c'est une application que vous avez sur le téléphone. Ça peut être aussi sur Internet, mais l'idée, c'est que ce soit le plus facilement accessible. On a essayé de le designer de manière la plus simple possible, de sorte que quelqu'un qui a 5 secondes d'attention, un préfet, un ministre, le Premier ministre, puisse se dire là, ça va pas. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de le designer. Et vous avez 3 niveaux de lecture, le niveau national, le niveau régional et le niveau départemental. Et donc, vous pouvez zoomer en fonction de, je ne sais pas, vous êtes ministre et vous vous déplacez en Côte d'Or, quelle est la situation sur mon ministère, sur les politiques prioritaires dans le ministère, dans ce dispositif. Donc c'est un outil de redavabilité de données, mais aussi de dialogue, puisqu'il mettait en lien finalement le responsable national avec ses relais territoriaux. Il pouvait s'envoyer des messages via le dispositif. Et comment est constitué le contenu de cette application qui s'appelle Pilote, c'est que en fait pour chaque chantier prioritaire, on a des indicateurs de résultats, de performance sur 5 ans avec des jalons annuels. On a des indicateurs de moyens, de déploiement, et donc il y a un taux d'avancement qui se calcule automatiquement sur la base des résultats, avec un taux d'avancement national, régional, départemental. Donc, et donc ça permet de vous dire, en lecture directe, je suis à la moitié de l'objectif final par rapport à ce qui est attendu pour 2026. En revanche, j'ai déjà atteint 80% de mon objectif pour fin 2026. Et puis, on a aussi une petite météo, qui n'est pas pour dire tout va bien aujourd'hui, c'est pour dire demain, est-ce qu'à fin 2026, à la fin du quinquennat, j'aurai atteint les résultats ? Plein soleil, tout va bien, tout est sous contrôle. Il y a un peu de nuages, ça va être un peu plus compliqué, mais j'ai les leviers pour y arriver. Les nuages, j'ai des obstacles, je vais avoir besoin d'aide, et quand c'est l'orage, c'est mort. il faut qu'on rediscute, on n'y arrivera pas. Voilà. Mais c'est assez intéressant. Alors, c'est pas un langage qui a été facile à intégrer dans l'administration, parce que certains considéraient que c'était enfantin, que ça ressemble un peu au bon point, mauvais point, etc. Mais c'est un dialogue de redevabilité, de responsable à responsable pour avancer. Et voilà, ça fait 5-6 ans et ça commence à rentrer dans le fonctionnement, ça commence à être mieux accepté. Ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est parce que associé aux résultats territoriaux des préfets, a été créée une prime annuelle pour le préfet,
qui est versé dont le niveau dépend des résultats atteints au regard de cette feuille de route interministérielle et qui permet de s'assurer que effectivement le préfet mobilise bien l'ensemble des services de l'État pour atteindre la feuille de route. Et d'ailleurs, cette prime va être élargie à l'ensemble des directeurs régionaux, départementaux, pour s'assurer qu'il y ait un intérêt à chacun pour arriver sur ces résultats nationaux. Voilà, j'ai été trop long, mais je voulais vous partager ces éléments parce que c'est une tentative qu'on a faite de piloter par les résultats. Donc c'est intéressant en mettant en place cette procédure. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on mène des politiques publiques, on ne pilote pas complètement en direct. C'est-à-dire qu'on déploie. Et puis souvent, les résultats, on les voit à la fin. Et souvent, c'est trop tard. Il y a un rapport à la Cour des comptes, une mission d'inspection, un audit qui vont faire un post-mortem, et c'est trop tard. Là, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que tous les 3 mois, on regarde. Et si on dévie la trajectoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas et comment je peux retourner sur la bonne trajectoire que je souhaite. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et qu'il faudrait qu'on puisse conserver pour les prochaines années. Après, ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur ces 5 années sur qu'est-ce que peut apporter une procédure et qu'est-ce que ne peut pas apporter une procédure qui est pilotée par la performance. Donc, ce que j'ai compris, moi, en tout cas, de ce qu'on a fait sur les 5 dernières années, c'est que la procédure ne doit jamais devenir sa propre finalité. Il faut toujours la réinterroger. Se dire, mais est-ce que ça, c'est vraiment encore utile, ou est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber, est-ce qu'il ne faut pas être plus souple, et toujours reposer l'utilité de la procédure au regard du sens et de l'efficacité et de ce que pèse la procédure au regard du quotidien, de l'action de ceux qui doivent justement faire remplir ces tableaux, faire remonter ces données. Il faut aussi surtout la donner. Et c'est vrai qu'à l'État, on est peut-être les champions européens de l'open data, mais on n'est pas très bon aujourd'hui pour l'exploitation de ces données au service de la construction, du pilotage et du suivi des politiques publiques. Et donc là, on a beaucoup de données, mais pas assez d'outils pour les valoriser, les utiliser au service de l'action publique. Cet outil pilote, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est bien d'avoir la donnée, mais il faut surtout la traduire, la mettre dans un état qui soit tout de suite opérationnel pour quelqu'un qui doit prendre la décision. Je pense que pour vous, c'est assez naturel, mais nous, au niveau de l'État, souvent la donnée, elle prend la forme d'un rapport de plusieurs centaines de pages, avec peut-être une synthèse, mais qui n'est pas tout de suite facilement assimilable par un décideur public. La transparence est aussi quelque chose d'extrêmement important. J'ai parlé de ces feuilles de route du gouvernement, ces politiques prioritaires du gouvernement. L'outil pilote, c'est un outil donc partagé par 4000 personnes, du président de la République, les membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale, les responsables opérationnels, les préfets de région, préfets de département, directeurs régionaux. Donc, on a aligné toute la chaîne de commandement de l'État via cet outil. Donc, c'est intéressant. Mais le gouvernement a décidé aussi que pour un certain nombre de politiques prioritaires, de mettre les résultats en ligne sur ce qu'on avait appelé le baromètre des résultats de l'action publique, sur le site info.gouv.fr. Et on s'est rendu compte que les politiques prioritaires pour lesquelles on était transparent, on avait publié les résultats sur ces sites internet, comme il y a une obligation plus forte dès lors que le citoyen est informé sur les résultats, on atteignait plus fréquemment le résultat. Donc le fait qu'on soit transparent et qu'on s'engage publiquement vis-à-vis du citoyen et de l'usager, notamment au niveau local, faisait qu'on avait des meilleurs résultats parce que l'attente pouvait être plus forte. La presse locale aussi pouvait s'emparer des écarts de résultats entre ce qui était prévu et les résultats obtenus. Et donc, voilà, je trouve que c'est un facteur d'efficacité qui est extrêmement intéressant, qui n'est pas sous-estimé. L'autre point important, ce qui a très bien fonctionné aussi, c'est parce qu'on a un portage politique au plus haut niveau et qui était engagé et constant. Une réunion chez le secrétaire général de l'Élysée tous les 15 jours. Et même, on avait un dispositif très utile qui était qu'une fois qu'on était passé à l'Élysée, en Conseil des ministres, à la fin du Conseil des ministres, chaque semaine, le ministre responsable des priorités du gouvernement sur son périmètre faisait un état des lieux de l'avancement avec les résultats. Et donc, comme personne, c'est un format conseil de classe, mais comme personne n'a envie d'être pris en défaut, je peux vous dire que derrière, tout le monde s'alignait pour faire en sorte qu'on y arrive. En revanche, il n'y a pas de portage, compliqué. Et même impossible, je dirais, d'y arriver. Mon dernier point, et j'ai été beaucoup trop long, mais voilà,
il était important pour moi de vous partager ces éléments-là et vous dire que l'État essaye d'avancer, de fonctionner différemment et d'intégrer des dispositifs plus efficaces. Et je pense qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus. Moi, ma frustration, c'est qu'on avait mis en place un process et des outils qui, a priori, tenaient la route, une organisation, une chaîne de partage, des incitations avec ces prix manuels qui semblaient intéressants. Mais en fait, ça ne marche pas tant que vous n'avez pas convaincu ceux qui sont en responsabilité, ceux qui sont en devoir de rendre compte, ceux qui ne sont pas formés, qui ne comprennent pas et qui doivent parfois être en opposition et qui vont bloquer tout le processus. Et donc moi, c'était ma frustration au bout de 3 ans parce qu'il y avait beaucoup de secteurs d'administration où effectivement on ne comprenait pas, ne voulait pas ou se sentait mis en risque. Et donc ça rendait difficile l'atteinte des résultats. Donc le processus ne suffit pas. Il faut du portage politique, mais il faut surtout avoir réussi à embarquer l'ensemble des personnes qui sont en charge de cela. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai pris ce poste au service innovation. Ma feuille de route, c'est très simple, c'est justement essayer de donner des clés, des compétences et des outils à ces acteurs de terrain, ces acteurs aussi intermédiaires au sein des ministères, pour faire en sorte qu'ils soient les promoteurs de ce dispositif et qu'on n'ait plus à les forcer, à les contraindre de remplir ces bases de données, ces commentaires sur l'état d'avancement. Donc c'est un chantier qui va prendre du temps, mais voilà, on essaie de le lancer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt.